sur les ponts routiers en Gaule romaine, lequel a donné lieu à un gros ouvrage paru il y a quelques mois en supplément à la revue archéologique de Narbonnaise. Un ouvrage de synthèse auquel ont participé 80 auteurs et qui a été coordonné par les concepteurs et organisateurs de cette opération, mes collègues dans l'équipe archéologique de Montpellier-Latte, Jean-Luc Fiche, Pierre Garmy et donc moi-même. Le président de l'association archéologique Entremont m'a dès lors demandé de présenter dans le cycle de conférences auquel vous participez la synthèse de nos résultats, de faire en quelque sorte un état des questions concernant les ouvrages routiers de franchissement des cours d'eau à l'époque romaine et en Gaule. Il s'agit là d'un sujet passionnant et c'est donc avec beaucoup de plaisir que j'ai répondu à cette sollicitation. Il s'agit de surcroît d'ouvrages qui sont pour la grande majorité localisés dans le Midi, en Provence et en Languedoc, et donc vous pourrez à l'occasion voir ou revoir, peut-être avec des yeux neufs, tel ou tel des ouvrages que je vais vous présenter. Dans l'Antiquité, les cours d'eau pouvaient être franchis par des gués et certains sont connus par des découvertes nombreuses faites sur leur tracé. C'est le cas du gué du Bazac à Toulouse, par des bacs, ceux de Cavaillon et de Tarascon sont attestés par des textes, mais en d'autres endroits, il y a des ponts de bois reconnus surtout dans le centre et le nord de la France. Ce peut être également par des ponts mixtes, c'est-à-dire piles et culées de pierre et superstructures, tabliers et garde-corps en bois. C'est le cas du premier état du pont Julien, on va en reparler dans quelques instants, et également du pont de Sainte-Croix du Verdon. Et enfin, ces franchissements peuvent être matérialisés par des ponts de pierre, nous allons y revenir plus longuement, et exceptionnellement par des ponts de bateaux, comme à Arles, où il est attesté par sa représentation sur une mosaïque du port d'Ostie. Disons tout d'abord que je ne parlerai que des ponts routiers et non des ponts aqueducs, même si les techniques de construction des aqueducs sont très proches de celles des ponts routiers. Et de plus, je ne vous parlerai que des ponts routiers de pierre, car il y avait aussi dans l'Antiquité, nous l'évoquerons plus loin, beaucoup de ponts de bois, disparus certes, mais dont on trouve des vestiges dans certains cours d'eau, des vestiges aujourd'hui datables avec assez de précision grâce aux avancées de la dendrochronologie, c'est-à-dire la datation par l'étude des cernes de croissance des arbres. Si les ponts de bois sont bien attestés en Gaule, 22 sont datés de l'époque romaine et essentiellement sur la Loire, les ponts maçonnés en pierre constituent une invention des Romains qui l'ont importé en Gaule. Par ailleurs, comme vous le savez, s'il y avait beaucoup de pistes et de chemins en Gaule, c'est tout de même sous l'effet de la romanisation, à partir de la fin du second siècle avant notre ère, que le réseau routier gaulois a pu être systématisé, organisé, équipé. Un réseau qui, avec le temps, est devenu de plus en plus dense et qui comportait toute une hiérarchie de routes, les voies interprovinciales, comme par exemple cette voie domitienne qui traverse tout le Midi de la France, des Pyrénées aux Alpes. Il y avait également des voies vicinales qui étaient, comme les voies interprovinciales, donc des voies publiques sur lesquelles étaient branchés
un nombre incalculable de chemins ou de pistes privées, l'ensemble constituant un réseau extrêmement dense. Ce réseau routier, nous le connaissons par des textes de géographes et d'historiens grecs et latins, par des indicateurs routiers, les gobelets du Vicarello, les itinéraires d'Antonin, la carte de Peutinger, qui donnent pour les grands itinéraires les noms des agglomérations qui les jalonnent et les distances qui les séparent, mais sont connus aussi par l'archéologie, non seulement les vestiges de chaussées, mais surtout les bornes miliaires et enfin les ouvrages d'art construits en particulier pour le franchissement des cours d'eau. Disons qu'il y en eut beaucoup de ces ouvrages de franchissement, mais qu'avec le temps, les inondations, les intempéries et l'incurie des hommes, nombre de ponts qui ont dû exister n'ont pas laissé au sol la moindre trace. L'examen des sources documentaires récentes montre en outre que la difficulté réside dans la sélection entre ponts antiques assurés, conservés en tout ou en partie, les ouvrages dits romains dans la tradition orale, très nombreux, mais qui ne sont souvent que des ponts anciens, médiévaux ou modernes, et les lieux de franchissement où il pouvait certes y avoir un pont, mais où on ne reconnaît aujourd'hui aucun vestige antique, et où se trouve souvent un ouvrage d'époque médiévale ou moderne. C'est le cas, par exemple, de Béziers, où dans l'axe de la traversée du fleuve qui longe Béziers par la voie domitienne, il y a un très long et très beau pont médiéval qui est très sans doute, de façon à peu près sûre, construit sur un ouvrage antique, mais dans l'état présent, nous ne connaissons que l'aspect médiéval de cet ouvrage. C'était le cas donc ici à Béziers, mais c'est encore le cas sur la voie domitienne à Narbonne, où le fleuve d'ailleurs, le cours d'eau, l'Aude, est très rétréci, et le pont qui avait une douzaine d'arches n'en a plus qu'une actuellement, les maisons, et il a envahi le pont, et vous voyez la rue médiévale et moderne qui se trouve sur le pont médiéval, et on a construit, comme dans beaucoup de villes, de part et d'autre, des maisons au Moyen-Âge, et le pont qui est dessous, qui est un long pont, c'est un pont qui passe toujours localement pour être un pont romain, mais en fait, les recherches les plus récentes, et même des fouilles faites il y a 3 ou 4 ans, ont montré que c'est un magnifique pont médiéval, mais sans doute, là encore, construit peut-être sur un pont antique. Il y a en effet sur tous les cours d'eau aussi des passages privilégiés dus aux contraintes. Oui, voilà encore un autre pont médiéval construit sur la voie domitienne, qui est le pont de Saint-Ibéry, qui est inscrit comme antique dans tous les manuels et ouvrages sur l'Antiquité, et qui ne l'est pas. C'est un pont du XIIIe siècle, avec des arches en arc segmentaire, et qui présente des doubles becs en moyen appareil, qui sont des caractéristiques d'ouvrages médiévaux. Donc, il y a sur tous les cours d'eau des passages privilégiés dus aux contraintes du relief. Des passages étroits, vous en voyez un ici à Vaison-la-Romaine, des passages étroits avec des avancées du rocher qui permettent d'implanter solidement des culées. Il y a des lits peu profonds facilitant l'implantation de piles. Or, ces lieux de franchissement privilégiés ont été à toutes époques utilisés, et souvent des ponts ont succédé à des ponts antérieurs. C'est le cas
je vous donne deux cas, celui de Vienne, où toute une série de ponts médiévaux ou modernes sont bien connus, qui soient entiers, conservés ou en ruine, et certains sont établis sur des ponts antiques. Et c'est aussi le cas du pont, par exemple, de Chalon-sur-Saône. Vous le voyez en haut, ce que la représentation que l'on peut donner du pont antique tel qu'il était, et vous voyez toutes les étapes par lesquelles il est passé pour venir jusqu'à la forme qu'il a sur le dessin qui est en bas de cette planche. Et le fait que les ponts ont toujours été à peu près au même endroit, nous le voyons même en zone rurale, par exemple ici dans la Drôme, à Montbrison-sur-Lesse, où vous voyez à droite les vestiges d'un pont qui a été détruit pendant la dernière guerre par les Allemands et qui a été reconstruit à quelques mètres en amont. Voici ce qui reste de ce pont. Les bases de données archéologiques actuelles donnent pour la France plus de 400 ponts qualifiés de gallo-romains ou dits romains, et vous voyez la carte qui figure et que distribue volontiers le service de l'archéologie du ministère de la Culture, mais ce sont des ponts dits gallo-romains et un dixième seulement de ces ponts sont réellement antiques. Un gros ouvrage de synthèse sur les ponts romains paru il y a une quinzaine d'années en Italie, intitulé I Ponti Romani, ouvrage dû à l'architecte Vittorio Galeazzo, recense 931 ponts de pierre pour l'ensemble du monde romain, et il en compte 70 pour la seule France, non pas 300 ou 400 comme cette carte, mais 70. Or, l'étude des ouvrages, les enquêtes que nous avons conduites dans toute la France ces 10 dernières années par notre équipe, nous ont montré qu'en fait, il n'y a qu'une quarantaine de ces ponts qui sont réellement antiques, ceux qui sont portés sur la carte que vous avez actuellement sous les yeux. Et il faut aussi dire que ce sont des ponts conservés dans des états très différents, et quelquefois qu'ils sont réduits à l'état de très modestes vestiges, comme nous le voyons ici à Romagneux en Isère, sur le Gers, et d'autre part, vous l'avez vu, vous le voyez sur cette carte, ce sont des ponts de pierre conservés, sont des ponts qui sont essentiellement dans le midi de la France, donc dans l'ancienne province de Narbonnaise. Cela dit, le développement des recherches, des prospections exhaustives et des fouilles extensives pourront à l'avenir enrichir cette liste de ces 40 ponts. Et on notera à ce sujet que sur les 40 ponts recensés et étudiés dans cet ouvrage, là, que vous pourrez voir, 10 correspondent à des découvertes récentes et totalement ignorées de la littérature archéologique. Mais au total, on est bien contraint de constater qu'il s'agit là d'une série monumentale limitée en nombre, les ponts étant plus que d'autres monuments soumis aux effets destructeurs des catastrophes naturelles et des conflits. Ce qui ne signifie pas que les ponts routiers de pierre gallo-romains aient été rares. L'affirmation de Camille Jullian, le grand historien de la Gaule du début du XXe siècle, selon lequel les Romains, je le cite, les Romains n'auraient pas construit dans les Gaules autant de ponts qu'on est tenté de le croire, donc cette phrase est aujourd'hui contredite par la découverte de ponts de pierre jusque sur des routes secondaires des Alpes. Vous allez le voir dans un instant. Je pense par exemple à Pont-de-Marais ou à Villeperdrix dans la Drôme, dont nous verrons les images dans un instant.
et ces Alpes où des inscriptions font en outre référence à des inscriptions antiques, font des références à des réparations de ponts. En outre, les toponymes de formation antique ou tardo-antique, motivés par l'existence d'un pont, sont nombreux, comme l'a montré au cours de notre colloque un spécialiste, Jean-Pierre Chambaud. On observe enfin que la très grande majorité de ces ouvrages en pierre, je le répète, là, se situe dans la moitié sud de la France, et plus précisément dans la Gaule, l'ancienne province romaine de Narbonnaise, la plus tôt et la plus profondément romanisée, mais aussi dans les provinces alpestres et dans une moindre mesure dans l'ancienne province d'Aquitaine. Dans la partie nord de la France, les ponts antiques de pierre sont extrêmement rares, sont situés en zone urbaine et ce sont généralement des ponts mixtes, culés et piles en pierre, et tabliers garde-corps en bois du type de Chalon-sur-Saône. Et là encore, on va voir quelques exemples tout à l'heure. En revanche, il semble que les ponts de bois, il est important d'y revenir et d'inciter sur ce point, aient été dès l'Antiquité majoritaires en Gaule, en particulier dans la moitié nord du pays, si l'on en croit les découvertes, pieux, poutres et éléments de tablier, faites ces dernières décennies du fait du développement des recherches subaquatiques sur des sites de franchissement traditionnels. Il s'agit là d'une catégorie d'ouvrages dont l'étude est difficile et qui a fait l'objet, de la part d'Annie Dumont et de Louis Bonamour, d'une étude globale et synthétique pour la Gaule au cours de notre récent colloque. On notera d'ailleurs que la tradition des ponts de bois s'est perpétuée dans les pays de montagne et jusque dans les Alpes du Sud, jusqu'à une date relativement récente, et pour les Alpes, jusqu'au début du XXe siècle, on parle et on utilise encore des ponts de bois dans les Hautes et les Basses Alpes. Les caractéristiques des ponts de pierre sont aujourd'hui bien identifiées et permettent de les distinguer des ponts anciens, en général, qu'ils soient médiévaux ou modernes. J'entends par moderne des ouvrages du XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle. Vous voyez ici une vue cavalière, une typologie du pont antique au sujet de ce qui fait la spécificité de ces ouvrages antiques, et je ne puis que résumer ici les résultats de leurs propres recherches. Ces spécificités, ce sont les suivantes. Les arches des ponts antiques sont toujours en plein cintre et leur diamètre d'ouverture se situe entre 6 et 12 mètres, exceptionnellement 16 mètres à Vaison-la-Romaine. Le nombre d'arches est généralement impair, 1, 3, 5, jusqu'à 19 à Sommières sur le Lidourne pour 190 mètres de long. Et lorsqu'il y a moins de 5 arches, l'ouvrage présente un dos d'âne qui pouvait être assez accentué. Nous allons voir quelques cas, des ponts à une arche, dont la partie supérieure a été reprise, donc on ne voit pas très bien, évidemment, qu'il ait été anciennement en dos d'âne, mais sur place, on en est assuré. C'est un pont en petit appareil. Vous voyez encore un pont de pierre avec 3 arches, qui est le pont Julien, et avec, qui est donc un pont en grand appareil. On va y revenir plus longuement. Ici maintenant un pont qui a 5 arches, toujours en 5 arches. C'est un pont qui se trouve près de Sommières, mais on connaît, je dois dire, tout de même des ponts. On en connaît un
qui a 2 arches à Céreste, en Haute-Provence, qui est un cas unique en Gaule, mais on en connaît un autre cas à Rome même. Vous voyez là le plan de cet ouvrage qui est très arasé, qui se trouvait en bordure de la route nationale 100. C'est un pont qui a été détruit, rasé au milieu du 19e siècle, lorsqu'on a réaménagé la nationale 100, de Montpellier à Cuneo. Mais ces vestiges, vous voyez, en grand appareil, ont été retrouvés et étudiés récemment par Dominique Péric et Jean-Louis Paillet. Ces ouvrages antiques qui présentent de part et d'autre des culées, des rampes d'accès le long de la chaussée et des murs protecteurs des rives en amont. Vous avez un exemple ici où cet ouvrage a une seule arche, à Ganagobi. Vous voyez un mur protecteur des rives sur la partie droite du fleuve. Et lorsqu'il y a plusieurs arches, une autre caractéristique, les piles de ces ponts sont en outre équipées en amont seulement, je dis bien en amont seulement, face au courant, d'avant-bec triangulaire. Vous avez ici un très bel exemple à Sommières, mais ils ne sont pas toujours triangulaires, ils peuvent être semi-circulaires, comme vous voyez celui-ci qui a été très détruit et arraché et qui est au pont Julien. Donc des avant-becs, mais uniquement en amont. Au-dessus des piles sont souvent ménagées des ouvertures plus ou moins grandes pour faciliter le passage des eaux en période des crues. Et ici, juste en dessus, vous voyez d'un avant-bec semi-circulaire dont les blocs ont été arrachés, vous avez une très large ouverture dans la pile intermédiaire entre les arches. Ces ponts ont en général une largeur hors tout de l'ordre de 6 mètres, quelquefois plus, par exemple à Vaison, 8,85 mètres. La chaussée, bordée de puissants parapets, vous le verrez, vous l'avez vu à Vaison, ayant de ce fait une largeur de 4,50 mètres ou 5 mètres, ce qui permettait aux véhicules de se croiser. Les ouvrages sur des routes secondaires à voie unique pouvaient cependant être plus étroits et nous avons relevé les largeurs de 3,60 mètres à Boisseron et à Calvisson en Languedoc et de 4,50 mètres au pont de Viviers que nous verrons tout à l'heure. Les matériaux mis en œuvre, c'est d'une part le grand appareil à joint vif comportant des scellements métalliques, des agrafes, vous le voyez ici sur une pile ruinée d'un pont qui se trouve celui-là à Besançon, et ces agrafes pour donner plus d'homogénéité aux piles. C'est ici le cas de Besançon, mais nous avons aussi le cas de Chalon-sur-Saône, où les piles antiques ont été retrouvées, et vous voyez que tous ces blocs à un même niveau sont reliés par ces ferrures qui permettaient de leur donner une plus grande cohésion, à la pile elle-même. Alors le grand appareil, il est utilisé dans des ouvrages que l'on voulait monumentaux et donc plus spécialement, généralement en ville. C'est le cas de Vaison, un pont à une arche, mais ce peut être le cas de Sommières, un pont qui avait 19 arches. Mais aussi sur les routes les plus importantes en rase campagne, puisqu'aussi bien sur la voie domicienne, près d'Apt, le pont Julien,
est un pont en grand appareil, et vous le voyez là une fois encore. Les voûtes de ces ouvrages sont appareillées en rouleaux parallèles, technique reprise au Moyen-Âge à Avignon. Voici sur 2 ponts antiques ce que j'appelle des rouleaux parallèles, mais la plupart sont des voûtes à joints croisés, comme nous l'avons ici au pont Julien. On notera cependant que même dans ces édifices où le grand appareil domine, certaines parties peuvent être en petit appareil. Par exemple, dans ce passage, dans cette voûte qui est ménagée dans la pile du pont Julien, vous regardez, si vous y arrivez, à l'intérieur, la petite voûte qui couvre ce passage, elle est en petit appareil, alors que le parement extérieur est en grand appareil. La date de ces monuments, elle est difficile à avancer précisément, mais on s'accorde généralement à dater ces ponts des premières décennies de notre ère, mais peut-être que certains peuvent remonter aux dernières décennies avant notre ère, car comme les théâtres et les amphithéâtres, les ponts sont encore des monuments imprécisément datés, et dans les monographies que nous avons présentées dans ce pont, bien entendu, les auteurs ont fait des propositions, mais globalement, ces ouvrages datent tous de la décennie avant notre ère ou après notre ère, vraiment à l'époque d'Auguste, et certains ouvrages ont pu se développer ou dans les zones rurales être construits dans le courant du 1er siècle. Dans d'autres ponts, là on a vu des ponts en grand appareil, dans d'autres ponts c'est au contraire le petit appareil joint au mortier qui est majoritaire dans les parements, le grand appareil étant réservé pour les bases de culées et de piles. Nous avons ici un exemple d'ouvrage qui est en petit appareil, c'est le pont de Ganagobi, mais dont la base, dont les bases, les fondements sont en grand appareil. Et vous voyez le moyen appareil là sur le mur protecteur et le parement même de l'arc de tête, et en haut on voit du petit appareil, donc c'est un monument voilà. Et en général les voûtes sont en blocage. Alors ce petit appareil, c'est souvent le cas, que vous disiez, des ouvrages ruraux, mais des ouvrages ruraux qui sont à une arche ou à 11 comme un vivier sur l'escouté. Et dans cette catégorie d'ouvrages, on trouve aussi, c'est très caractéristique, un double rang de claveaux minces et allongés pour les arcs de tête des arches. Vous voyez là une arche détruite, mais encore l'arc de tête est très visible avec ces petits claveaux très étroits en double rangée. Et nous trouvons cette typologie également ailleurs. Ici, par exemple, nous le trouvons au Pouzin, en Ardèche, et ici au pont de Viviers, dans les parties antiques, qui sont les parties basses. Vous voyez là, où on voit des claveaux, ce double rangée de claveaux, séparés ici, décorés par des briques rouges. Ces briques rouges qui sont en quelque sorte décoratives, et on trouve également ce même système sur un tout petit pont qui se trouve près de Fréjus, au lieu dit les Esclapes. Et ces ouvrages en petit appareil sont, nous semble-t-il, un peu plus tardifs, mais
doivent être datés tout de même du 1er siècle ou peut-être du début du 2e siècle. Dans tous les cas, les cintres de construction des voûtes prenaient appui soit sur le roc, on l'a constaté au pont Julien, lorsque c'était possible, soit sur la corniche d'un poste couronnant les culées et les piles, on le verra sur des exemples tout à l'heure plus en détail, soit sur des corbeaux saillants établis à la naissance des arcs, comme c'est le cas par exemple à Boisseron. Si ces caractéristiques des ponts antiques sont un guide sûr pour identifier un pont romain, il faut aussi compter dans le Midi avec la permanence de certains modes de construction encore employés au Moyen-Âge. On l'a cité tout à l'heure pour Avignon, où le pont Saint-Bénézé présente des voûtes montées en rouleau parallèle, comme au pont de Sauguerre ou comme au pont aqueduc dit le pont du Gard, mais c'est aussi ce que montre l'exemple du pont du Diable que vous voyez ici sur l'Hérault à Agnan, qui est un pont bien daté par un texte du XIe siècle et qui pourtant présente des caractéristiques qui permettraient de le dater de l'Antiquité. Nous avons l'emploi du petit appareil, les doubles claveaux aux arcs de tête et pas mal de spécificités, mais dans ce cas particulier, c'est tout à fait trompeur et nous avons là d'autres particularités qui nous font penser que c'est vraiment un ouvrage du XIe siècle, mais là encore on voit des traditions de construction qui peut-être se sont transmises pendant tout le haut Moyen-Âge. Alors, je vous ai parlé de ponts en grand appareil, de ponts en petit appareil, mais cette spécificité ne constitue pas un critère de datation, car les deux techniques de construction coexistent dans un même ouvrage, et c'est aussi d'ailleurs le cas, pour ceux qui connaissent bien, et vous êtes de cela, les grands monuments antiques de Provence, on trouve la même chose dans les aqueducs, dans les enceintes ou dans les théâtres et amphithéâtres. Mais je crois que cette distinction, elle résulte en fait des moyens financiers investis, de l'environnement, soit qu'on se trouvait en ville ou en campagne, et en plus, surtout, je crois, des traditions locales de construction. Nous avons vu donc là les caractéristiques principales des ponts routiers d'époque romaine. Je vais maintenant vous montrer un choix d'ouvrages situés dans le Grand Sud-Est, qui vous est sans doute plus familier, des ouvrages que vous pourrez à l'occasion aller voir, des ouvrages dont vous allez observer la grande diversité et qui sont les témoins de la science des ingénieurs et des constructeurs gallo-romains. Je commence par Vaison. Vous l'avez vu, le passage étroit dans lequel il se situait, et voici le pont peu après les dernières inondations qu'il a dû subir en 1992, et vous le savez, c'est un pont qui a résisté à de multiples inondations, et le voici après l'inondation catastrophique et meurtrière de 1992, où l'eau était passée donc par-dessus le pont, rentrant dans les maisons, bloquant des véhicules sous le pont et tuant, vous vous rappelez, plusieurs personnes. Le pont Julien en limite les communes d'Apt et de Beaulieu, qui faisaient traverser le Calavon à la grande voie domitienne, la grande voie transalpine. C'est un pont à 3 arches en grand appareil qui fait 60 mètres de long, plus les rampes d'accès à droite et à gauche, et un pont qui fait 6 mètres de largeur hors tout et dont les parapets
ont malheureusement disparu depuis longtemps, soit du fait d'inondations, soit de la récupération. Bon, c'est un pont que peut-être certains d'entre vous connaissez et que vous pouvez voir et revoir. Je dois dire que c'est sans doute le pont antique le plus spectaculaire de Gaulle parce que c'est le seul qui soit entièrement conservé et qui était jusqu'à une époque récente encore en usage, et ce n'est qu'il y a quelques années qu'on a abandonné la circulation des gros camions sur cet ouvrage et qu'on a pu construire un pont que vous voyez un tout petit peu en amont au ras des rives du Calavon. C'est un ouvrage donc qui fait 60 mètres de long, mais c'est un pont qui fait traverser le Calavon en baïonnette, c'est-à-dire sur la droite, la voie romaine arrivée à angle droit pratiquement au pont, et à gauche sur la photo, la voie repartait en rive gauche, également à angle droit vers l'est, et ces murs ont été repérés par fouille, mais ne sont plus actuellement visibles, car à une époque relativement récente, au XIXe siècle, on a refait les routes dans l'axe du pont sans maintenir la forme en baïonnette, en Z qu'il avait précédemment. Vous voyez, c'est un pont qui est admirablement conservé. Les trous que vous voyez au niveau des niveaux des joints des pierres sont des trous qui ont servi pour la récupération des métaux, les agrafes de métal et le plan qui entourait les agrafes de métal qui, à des époques inconnues, mais sans doute peut-être dès le haut Moyen-Âge, ont été des gens astucieux, ont compris qu'il y avait du métal et du métal à récupérer et ont systématiquement recherché aux bons endroits et ont fait des trous. Et je dois dire que même si ces agrafes de métal ont été arrachées, le pont n'a pas souffert. Alors c'est un pont, un ouvrage que l'on date généralement des quelques années avant notre ère, parce que tout près de là, sur la route des Alpes, on a retrouvé une borne miliaire datée de Troie avant notre ère, et on peut imaginer qu'il y a eu des travaux importants sur cette route à cette date, et que le pont qui typologiquement remonte à quelque chose près à cette période d'Auguste pouvait dater lui aussi de Troie avant Jésus-Christ. Vous voyez là les trous de récupération, et ces dernières années, pour en faire une publication la plus parfaite possible, donc des fouilles ont été faites au pied de certaines piles et à l'extrémité de l'ouvrage pour retrouver les rampes et les cuvées des deux côtés de l'ouvrage. Nous passons à un pont qui fait 5 arches. C'est le pont de Boisseron sur la Bénovie en Languedoc, entre Sommières, Ambrusson et Castelnau-le-Lez. Un pont à 5 arches en grand appareil, un pont qui a été doublé en amont à la fin du XIXe siècle, parce qu'il était relativement étroit pour la circulation de cette période, et qui a été un tout petit peu surélevé, mais on en conserve des dessins anciens, et vous voyez, ça c'est un dessin de Anne de Rudman de 1626, vous voyez un pont qui est, c'est un peu sommaire, mais un pont de 5 arches très caractéristique et en dodane, et on en a également
des relevés très précis, datés à la veille de la Révolution, lorsqu'on a voulu doubler cet ouvrage pour améliorer la circulation sur les routes. Et vous voyez sur cette photo la partie antique et la partie qui nous regarde, et le pont a été systématiquement doublé par la partie que vous voyez là à l'arrière, et on devine un matériau légèrement différent. C'était un pont en dodane. Vous voyez à la limite du parement antique et du parement qui a été repris au XIXe siècle, vous voyez la pente qu'il avait, une pente relativement forte, et aussi il y avait une cavité pour faire passer les eaux qui a été bien entendu obturée à ce moment-là, parce que de l'autre côté, en amont, on a fait un avant-bec, et donc on a obturé totalement ce passage qui désormais n'existe plus. Le pont de Sommières, c'est un pont c'est un pont sur le Vidourle, sur une voie qui reliait Nîmes à l'Édème. C'est un ouvrage très long, de 19 arches, le plus grand de la Gaule, dont la moitié a été littéralement absorbée par la ville médiévale et moderne, mais dont les arches qui subsistent dans les caves ont été recensées, étudiées, et qui seront progressivement mises en valeur. Alors c'est un pont toujours en usage depuis l'Antiquité, qui a subi des restaurations, mais des restaurations relativement bien faites au cours des âges. On en a repéré du XVIIe, du XVIIIe et du XIXe siècle, mais cet ouvrage, on n'en voit plus que la moitié. Vous voyez, c'est une très belle construction. L'autre moitié se trouve actuellement, constitue la rue principale de l'agglomération de Sommières. La chaussée que vous voyez correspond à la chaussée du pont. La chaussée du pont est immédiatement sous ce dallage, mais des constructions se sont élevées des deux côtés de cette partie de l'ouvrage, et les arches dessous ont servi de cave aux maisons qui se construisaient. Et raison pour laquelle ce pont qui faisait 190 mètres et qui maintenant n'en fait plus que 80, raison pour laquelle à peu près tous les fins d'année, vous entendez qu'il y a des inondations à Vidourle, à Sommières, parce que le Vidourle envahit la moitié de la ville médiévale qui a été construite sur son grand lit, sur le lit qu'il lui fallait lors des grandes crues. Et donc actuellement, il faudrait démolir la moitié de la ville si l'on voulait reconstituer et redonner à cet ouvrage sa fonction première. Et enfin, le pont d'Ambrussum, toujours sur le Vidourle, mais un peu en aval de Sommières, celui-ci sur la voie d'Ambrussum. C'est un ouvrage très ruiné, mais qui devait avoir 11 arches, dont 4 sont écroulées depuis le XVIIe siècle. Vous en voyez ici un dessin. Et cette destruction de cet ouvrage nous vaut de voir un écorché, et ça nous permet aussi de voir comment était agencé en grand appareil un ouvrage de ce type. Et vous voyez que ici la totalité de l'ouvrage était en grand appareil, avec, vous voyez également les corbeaux qui étaient, vous les voyez là, les corbeaux qui servaient à maintenir le cintre pour construire les arches en plein cintre. C'est un pont, là vous avez une vue en aval, en amont bien entendu, selon la bonne loi, il avait
des avant-becs triangulaires, et le voilà un jour d'inondation, à une époque où les monuments historiques faisaient des travaux dessus, et je crois que ça a été un moment très difficile. On a bien eu peur que le pont soit entièrement emporté. Alors c'est un ouvrage qui est situé sur un site qui a été largement fouillé, vous le savez sans doute, sous la direction de Jean-Luc Fiche, qui est aujourd'hui très bien mis en valeur et depuis peu enrichi par un musée archéologique qui est construit tout à côté de l'Oppidum, car il y a sur place, vous pouvez voir la voie domitienne, ce vestige monumental de pont, l'Oppidum pré-romain et romain avec son enceinte, avec ses enceintes. Vous pouvez voir aussi une station routière gallo-romaine qui a été établie au pied de l'Oppidum, et au pied de l'Oppidum également, donc un petit musée qui vient d'être inauguré et qui permet de mieux comprendre cet ensemble architectural et archéologique tout à fait exceptionnel. Nous avons vu jusqu'à présent des ponts en grand appareil, nous allons voir maintenant des ponts qui sont également du Haut Empire, mais des ponts en petit appareil qui sont, vous le remarquerez, très comparables entre eux, mais qui sont peut-être un peu plus tardifs, car si les ponts en grand appareil étaient, disons, du Haut Empire, la première décennie peut-être de notre ère, ceux-ci pourraient se développer dans la deuxième moitié du 1er siècle ou un peu sur le second siècle. Alors, nous sommes ici à Ganagobi, un pont à une arche qui est établi sur un petit torrent affluent de la moyenne du Rance et qui fait franchir à ce torrent donc la voie domitienne. Ces parements de façade et les rampes d'accès sont en petit appareil à joint fin liés au mortier, et les fondations, nous les avons vues, mais on le voit là sur la partie gauche, en grand appareil, et les murs protecteurs en revanche, voilà, vous voyez la base en grand appareil, la partie du mur qui est en petit appareil et les doubles claveaux de l'arc de tête. Plus haut, vous voyez de l'appareil diversifié qui correspond à des reprises d'époque moderne, disons. Et de l'autre côté, nous avons des murs protecteurs, des rives et de la culée. Et ces murs protecteurs, dans leur partie basse, vous voyez, seront les seuls qui sont antiques, qui présentent des bossages très réguliers, des bossages en table, et là aussi c'est une caractéristique, et on voit donc sur ce petit pont, on voit à la fois employer le grand appareil, le petit appareil et le moyen appareil à bossage. Et c'est un ouvrage de la fin, sans doute de la fin du 1er siècle. Nous passons à Pont-de-Barret. C'est à Pont-de-Barret dans la Drôme, sur le Roubion. C'est une voie secondaire et un ouvrage qui a été découvert récemment, qui comporte une grande arche et une petite arche, vous la voyez sur la droite, pour l'évacuation des eaux lors des crues. C'est un ouvrage, lui aussi, en petit appareil, très soigné, et donc qui était totalement inconnu et inédit jusqu'à il y a quelques années. Et comme vous le voyez, c'est un ouvrage encore en usage, et seules les parties hautes ont été plus ou moins entretenues, et on y passe encore en voiture et en charrette dessus. C'est le petit appareil, avec aussi des passages en grand appareil. Et là, nous sommes à Villeperdry, dans la vallée de l'Aigle, dans un endroit encore plus reculé, au-delà de Nyons, entre Nyons
et Serres sur une voie secondaire. Et cette voie secondaire, vous voyez, elle parcourait à mi-hauteur les gorges de l'Aigle. La voie est matérialisée par un trait noir sur cette photographie aérienne. Et pour franchir un petit torrent, vous voyez à peine là, un torrent qui fait quelques mètres de largeur, il y avait un pont dont nous allons voir, dont il reste uniquement une culée qui est relativement haute, dans laquelle alterne à la fois le petit appareil et le grand appareil, et dans la partie haute à gauche, vous voyez aussi le départ de l'arc, avec toujours ces doubles claveaux très fins, caractéristiques de l'Antiquité. Et vous voyez également, au milieu des parements en petit appareil, les trous de moulin des échafaudages en bois qui ont servi lors de la construction de ce pont. Pardon, j'ai sauté. Et je passe donc à ce pont qui est le pont du Bousin sur Louvèze d'Ardèche, et pas Louvèze de Vaison, qui est un affluent du Rhône, au Bousin, donc en Ardèche, sur la voie antique qui suivait la rive droite du Rhône dans l'Antiquité. Et c'est un pont qui a récemment été mis en valeur par la suppression de bâtiments qui masquaient ces culées. À droite et à gauche, il y avait une ancienne usine, etc., qui tombait en ruine. On a pu les faire détruire, les supprimer, et on a retrouvé quasiment la totalité de ce pont antique, qui est donc un pont en petit appareil, qui a été étudié de très près, et avec également ces doubles claveaux très caractéristiques. Et alors là, on ne voit pas les piles elles-mêmes, parce qu'elles sont noyées par un barrage qui se trouve à la fois sur cette rivière et en bordure du Rhône, un barrage qui a surélevé le niveau des eaux, si bien que ce n'est qu'à travers des photographies anciennes qu'on a pu reconnaître exactement la forme et la constitution des piles qui sont aujourd'hui cachées. Mais c'est un petit appareil, vous le voyez, très soigné, comme les ouvrages précédents, et qui est actuellement accessible. On peut le voir d'amont, d'aval. Les abords en ont été aménagés par la Compagnie nationale du Rhône. Et nous terminons presque cette promenade par le pont de Viviers, le pont sur l'Escouté, qui est toujours sur la route qui suivait la rive droite du Rhône. C'est un long pont de 13 arches, des arches, donc vous le voyez en plein cintre, 13 arches à l'origine, la partie nord de l'ouvrage ayant été remaniée, c'est-à-dire ce qui est à votre gauche, remaniée au XVIIIe siècle, et la partie supérieure assez largement refaite à l'identique au cours des siècles récents. Ce sont des arches donc en plein cintre relativement étroites, en petit appareil, avec des bases qui comportent aussi des parties, en particulier dans les avant-becs du grand appareil, à leur base, et je vous le montrais tout à l'heure, également un embryon de décoration avec l'utilisation de briques rouges qui se trouvent entre les voussoirs, les arcs de tête de cet ouvrage. Et nous terminerons cette promenade par deux ponts précédés par des arcs monumentaux, et d'abord le pont Flavien à Saint-Chamas, un petit pont d'une seule arche établi sur la Toulouse, près de l'étang de Berre, desservant un itinéraire très local et peut-être même privé,
peut-être en limite des cités d'Arles et d'Aix. C'est un ouvrage qui est bien daté par l'inscription qui figure sur les deux arcs richement décorés qui l'encadrent et qui nomme son commanditaire, un Flamine de Rome et d'Auguste, qui a pris en charge la totalité des frais de construction de cet ouvrage, selon le phénomène de l'évergésie très connu dans l'Antiquité. Vous voyez, un pont une seule arche, mais celui-là avec deux portes monumentales surmontées de lions rugissants, et ces portes seraient peut-être la limite, l'une à gauche de la cité d'Arles et à droite de la cité d'Aix-en-Provence. C'est une hypothèse qu'a avancée le chercheur qui a travaillé récemment sur cet ouvrage, c'est-à-dire l'exoise Anne Roth, qui a beaucoup travaillé sur ce monument. C'est un très très beau monument, bien entendu, classé monument historique depuis très longtemps, dont les abords ont été un tout petit peu améliorés, mais restent encore en deçà de ce qu'ils devraient être. Mais voilà, actuellement quand même, la rivière a été nettoyée, elle est propre et les abords sont à peu près corrects. Et c'est évidemment le seul, un des rares ponts pour lesquels on ait un arc monumental à son entrée, et si ce n'est, bien entendu, l'arc de Sainte par lequel je terminerai cette causerie, le pont antique sur la Charente. Le pont a aujourd'hui disparu, mais il avait à sa tête, face à la ville, un arc monumental à 2 baies, que vous avez sous les yeux, couvrant les deux sens de la circulation sur une voie publique, en fait la route de Lyon à Saintes. Et cet ouvrage, il faut le savoir, a été transféré au milieu du XIXe siècle à 25 mètres de son emplacement primitif pour des raisons d'aménagement urbain. Il a donc été entièrement démonté et remonté à l'identique, 25 mètres à côté, un peu plus à l'intérieur de la ville. Ce monument a été récemment étudié par le professeur Louis Morin. Il est bien daté des années 18-19 de notre ère, dédié par son donateur, Caius Julius Rufus, qui l'offre au prince régnant, c'est-à-dire Tibère, et aux 2 princes héritiers, Germanicus, son neveu et fils adoptif, et Drusus, frère de Tibère, dont des statues couronnaient à l'origine l'arc, statues qui, hélas, ont disparu. Mais voilà, je crois, un beau monument qui permet de nous dire comment ces ports antiques pouvaient être dans certains cas, et dans les villes en particulier, très monumentalisées. Merci de votre attention. Ouais. De belles photos, hein. Ouais, de belles photos. Très intéressant. Et si vous voulez, je suis prêt à répondre à quelques questions. Alors je vous signale que cette causerie a pu être faite essentiellement parce que nous avons tenu un colloque il y a 2 ans au Pont du Gard sur les ponts romains de Gaulle. Ça fait l'objet d'un livre qui est paru il y a 2 ou 3 mois. Ce que ça peut intéresser, c'est un livre dans lequel il y a eu environ 70 auteurs qui ont participé. C'est un ouvrage de plus de 700 pages, avec 700 illustrations, un cahier couleur, et que nous avons publié à des prix tout à fait intéressants grâce aux subventions de l'État et des collectivités territoriales, puisque c'est un livre qui vaut
50 €, prix envoyé Franco Le Port si vous le commandez. Et si certains d'entre vous sont intéressés pour acquérir cet ouvrage, je peux vous laisser un prospectus dans lequel vous verrez non seulement exactement ce qu'il contient, le sommaire, mais également comment il faut faire pour se le procurer. Vous pouvez passer par votre libraire bien-aimé, mais vous pouvez aussi le commander aux presses universitaires de Montpellier. Il y a les adresses, et je rappelle que l'ouvrage vous sera envoyé en code de port pour le même prix dans votre boîte aux lettres. Voilà.